Erev Tov. Tout d'abord, excusez-moi, mais je suis pas habitué à faire des conférences en français. Et même maintenant, quand j'ai préparé cette conférence, je l'ai fait en hébreu. Donc, s'il manque des mots techniques, aidez-moi. Vous savez que, en tant qu'Alsacien, je vous dirais que l'avantage de la choucroute, c'est que plus elle est réchauffée, meilleure elle est. En ce qui concerne les conférences, c'est pas pareil. J'ai déjà fait une conférence sur le sujet de ce soir, dans le cycle dans un cycle que j'ai donné à Tel Aviv sur leur œuvre au miroir de leur vie. Une dizaine de penseurs du côté droit du Rhin face à des penseurs du côté gauche du Rhin. Des juifs dans les différents domaines de la culture au 19e et au 20e. J'essaie de comparer des penseurs et des créateurs juifs de France et d'Allemagne. Comme par exemple Zinsheim et le fondateur de la Scala juive, Rabbi Moshe. Et du point de vue de la culture, ils ont de la littérature, j'ai comparé Proust avec Kafka. Et comme conclusion de cette série de conférences, j'avais essayé de mettre face à face deux hommes qui ont été pour moi des maîtres et des amis, et qui ont une importance très grande dans la pensée juive moderne, et qui pourtant sont extrêmement différents dans leur chemin, dans leur parcours, dans leur vision des choses, et qui en même temps, du point de vue général de la pensée juive, ont eu une influence parallèle. Parallèle, c'est-à-dire dans la même direction, mais qui ne se rencontrent jamais. Et ces deux hommes, c'est Gershon Shalom et André Neher. Alors je disais que, comme je ne veux pas resservir du réchauffé, tout d'un coup, en entrant ici, j'ai plus envie de vous lire ma conférence ou de la suivre, mais spontanément de penser à ces deux hommes dont j'ai étudié la vie après les avoir connus personnellement. Ils n'avaient pas le même âge. Gershon Shalom avait 17 ans de plus qu'André Neher. Il est mort 2 ans avant lui, donc son parcours a été plus long. Et la majeure partie de sa vie, de la vie de Gershon Shalom, a été en Eretz Israël, alors que la plus grande partie du parcours d'André Neher a été en France. Gershon Shalom est né en 1897, André Neher en 1914. C'est donc vous dire que Gershon Shalom a connu la Première Guerre mondiale et André Neher non.
non seulement Gershon Shalom l'a connu, mais il a eu une position dans la question de la Première Guerre mondiale. D'abord, disons qu'ils sont nés dans deux pays très différents et dans deux familles très différentes. Gershon Shalom est né dans une famille de juifs allemands, ou plus exactement de patriotes allemands de confession israélite, je dirais presque d'origine israélite. Ses parents n'allaient à la synagogue qu'au jour de fête, et ils étaient des patriotes allemands très extrémistes. C'était vraiment des juifs qui habitaient depuis 4 générations à Berlin, c'est-à-dire pas tellement courant, n'est-ce pas, de ces juifs qui parlaient hors Deutsch et qui prenaient leur distance des Ostjuden. C'est une des choses d'ailleurs qui a été un des chocs profonds de la jeunesse de Gershon Shalom, quand il s'est rendu compte que ses parents se déclaraient toujours comme allemands, jamais comme juifs, mais que finalement, il a découvert un jour que finalement, des Allemands non juifs ne venaient jamais à la maison. Et que finalement, les frères de ses parents étaient tous des Allemands, mais tous du même type, c'est-à-dire d'origine juive, bien que le problème juif ne soit jamais traité. Donc, il a eu le sentiment profond d'un mensonge qui flottait autour de lui. Et la table familiale de Gershon Shalom a été une table familiale très, très froide. Un des fils, c'est 4 garçons, un des fils avait la position patriote de son père, un était indifférent, était plutôt un jouisseur pas au sens péjoratif, des gens qui vivent dans le présent, que toutes ces discussions n'intéressaient pas. Le troisième était communiste, et le quatrième, Gershon Shalom, était sioniste. Je veux dire tout de suite que son sionisme n'était pas du type sionisme politique. C'était plutôt sa façon d'exprimer son judaïsme. De ce point de vue-là, on retrouvera tout à fait chez Neher la même vision. Il faut savoir que le sionisme et le judaïsme finalement ne font qu'un. Le sionisme, c'est le judaïsme aujourd'hui. C'est important à dire parce que il ne faut pas oublier que dans l'entourage de Herzl, pour ne pas citer Herzl, il y a toutes sortes de gens d'Europe occidentale pour lesquels le sionisme est un moyen de se débarrasser du judaïsme. Ce n'est pas toujours dit de cette façon-là, mais ça existe sans aucun doute. Et l'ambiance est donc extrêmement dure, sévère, prussienne. Le père de Gershon Shalom le mettra purement et simplement à la porte quand il verra qu'il a affaire à un patriote juif, et il refusera de le soutenir financièrement. Et notre brave Gershon Shalom est obligé de se nourrir lui-même, de se débrouiller et d'aller habiter dans une espèce d'hôtel où vivent des juifs, des Ostjuden, des juifs polonais. Et je crois que ce contact avec les juifs polonais a eu une très grande influence sur beaucoup de penseurs juifs, que ce soit Kafka, Rosenzweig, ce contact avec un judaïsme vivant. Et dans le cas de Gershon Shalom, ça a été Agnon, et ça a été Rubashov, Zalman Shazar. Mais finalement, c'est intellectuellement que ce jeune Allemand d'origine juive part à la recherche du judaïsme. Il fait des études tout à fait
tout à fait scientifique, mathématique, physique et aussi linguistique. Et peu à peu, il est difficile de dire pourquoi et comment il découvre une branche totalement, je ne dirais pas inconnue, mais méprisée de la science du judaïsme. Parce qu'il existe à cette époque une science du judaïsme, Chokhmat Israël. Mais pour comprendre ce que c'est que cette science du judaïsme, qui est d'un niveau immense, un niveau très grand, c'est les grands penseurs, il n'y a plus aujourd'hui vivants de ces hommes de type des savants juifs du 19e siècle, avec la vision de ces savants allemands qui savent tout, qui ont tout lu, des gens qui ont des bibliothèques dans la tête, qui sont presque impensables aujourd'hui. Et ces penseurs, ce ne sont plus, parce qu'il y a toujours eu des gens qui avaient tout le Talmud dans la tête, mais c'était dans le cadre de la vie juive intense de la yeshiva. C'est-à-dire, ils sortent avec ce trésor et ils le mettent à la disposition du grand public. Et pour comprendre ce que c'est que le Chokhmat, cette science du judaïsme, quand on demande aux plus grands, peut-être les plus grands savants de la science du judaïsme au XIXe siècle, Steinschneider, dont les connaissances sont infinies, qui est une source dans tous les domaines de la science du judaïsme, qui consacre toute sa vie. Et quand on lui demande pourquoi, quelle est la raison qu'il consacre toute sa vie à l'étude de ces textes inconnus de l'académie, qui entre pour la première fois à l'académie, il dit, c'est pour donner au judaïsme Kvurat Kavod, c'est-à-dire un enterrement de première classe. Il faut dignement enterrer le judaïsme. Le peuple juif va disparaître, il va s'intégrer dans le monde occidental, et comme une fiancée qui va perdre sa virginité, mais qui amène sa dot, le peuple juif qui va perdre son authenticité amène au monde cette dot immense des sciences du judaïsme. Et cette pensée-là, elle paraît terrible à Gershon Shalom. Et il va se tourner vers le seul domaine que les sciences du judaïsme méprisent, sur lequel il y a un véritable anathème, que des hommes aussi profondément juifs dans leurs sentiments, comme Gretz, qui lui n'est pas comme ça, qui a un sentiment national juif intense, religieux, national, etc., méprise comme vraiment il en a honte, c'est le mysticisme juif, la Kabbale. Ce sont des racontards de magie noire qu'il faut oublier, que les goïms ne sachent pas que nous avons des choses aussi infâmes chez nous. Et c'est, de ce point de vue-là, Gershon Shalom est le premier, il va se mettre à la recherche de ces textes. Il en existe encore des authentiques, il les cherche dans des bibliothèques, dans des librairies. Et il commence à accumuler donc ces textes et à les étudier. Il est spécialiste de linguistique. Il a une pensée systématique de mathématicien. Et il ouvre le chemin à l'étude de la Kabbale. Mais en même temps, il a ce contact avec ces juifs d'Europe orientale. Il est à leur contact, son judaïsme retrouve un peu, disons, un peu de vie.
Il descend seulement pas seulement du cerveau, dans l'ensemble de son corps. Et cet homme sobre et austère de me raconter comment, pour ne pas aller faire son service militaire dans l'armée prussienne, il se fait passer pour fou. Et il étudie dans un livre comment, pour savoir comment, je ne sais pas quel type de folie, il m'avait dit le type de folie qu'il avait choisi, et alors, systématiquement, parce que tout ce qu'il faisait systématique, il se faisait passer pour fou pour ne pas se faire, pour ne pas partir à l'armée. Il ne servira pas l'Allemagne. Il ne servira pas dans l'armée prussienne. Ce qui est pour son père quelque chose d'épouvantable. Et très jeune, ce jeune étudiant et savant va se préparer à monter en Eretz Israël. Il monte donc, il fait partie encore de la deuxième Aliyah. De la troisième Aliyah. De la troisième Aliyah, c'est un contact avec eux. Il se prépare, évidemment, quand quelqu'un veut préparer quelque chose, il le prépare. Enfin, il étudie l'hébreu, et il arrive, et il arrive et il essaie de, en arrivant en Israël, ce premier contact avec ce qui reste encore des kabbalistes vivants. Il va les chercher, n'est-ce pas? Il raconte cette anecdote étonnante pour qui ne connaît pas la Kabbale. Il va voir un kabbaliste dans une petite synagogue de Jérusalem. Je sais, parce que j'ai eu une aventure très semblable avec le kabbaliste, les deux kabbalistes qui m'ont accepté de me recevoir à Tzfat, mais c'était presque 50 ans plus tard. Et alors, il demande, il dit, franchement, voilà, il veut étudier la Kabbale, voilà ses connaissances, etc. Et il demande à ce kabbaliste, ce vieux kabbaliste de Jérusalem, Hiérosolémite, on dit en français, et j'ai encore des mots français qui me reviennent, et il lui demande, est-ce que tu accepteras de m'enseigner la Kabbale? Et le kabbaliste lui dit, cette réponse étonnante pour qui ne connaît pas les vrais kabbalistes. Il dit oui, mais à une condition. C'est que tu ne poseras jamais de questions. Et Gershom Shalom est un homme trop droit pour accepter, pour voler sa science à ce vieil homme contre sa volonté. Il ira par le chemin détourné de l'étude, une étude qui couvrira toute sa vie. Une vie qui deviendra ici une vie d'universitaire, qui participe au premier pas de ce qu'était l'université hébraïque. Pendant que l'université hébraïque fait donc ses premiers pas dans les années 30, que fait André Neher? André Neher est né à Obernai, dans une famille juive qui est tout à fait le contraire de ce que peut être la famille de Gershom Shalom. Une famille chaude, une famille avec un père qui n'est pas très facile d'aspect quelquefois, mais que tous ceux qui ont connu décrivent comme un homme qui a un cœur d'or. Mais surtout, une mère qu'évidemment je n'ai jamais connue, mais qu'on peut imaginer quand on a rencontré le sourire d'André Neher. Cette façon qu'il a vis-à-vis de toute personne, avant de parler, de s'ouvrir. C'est d'avoir une grande chaleur de ce que c'est qu'une petite ville juive d'Alsace. Et là, il faut tout de suite dire que Neher n'est pas né en France, il est né en Alsace. C'est vrai qu'il n'est pas né dans l'Alsace allemande, c'est-à-dire qu'il est encore tout petit garçon quand l'Alsace revient à la France. Donc il n'a pas été, il n'y a pas eu le sentiment d'avoir été un citoyen allemand. Et il ne fait pas de doute que pour les Juifs d'Alsace,
Ils ont toujours été français de cœur. Mais en même temps, j'ose le dire parce que je suis descendant alsacien, mais je sais que j'ai manqué de recevoir des chaises sur la tête, comme je le disais à Strasbourg. L'Alsace, ça n'est pas la France. Je sais que si mes grands-parents m'entendaient, ce serait quelque chose de terrible, et mes arrière-grands-parents. Mais, malgré tout, l'Alsace, ça n'est pas la France. Comme disaient les Alsaciens, français ne peut, allemand ne veut, alsacien suit. Les Alsaciens sont alsaciens. Ils disent pas d'ailleurs la France, ils disent l'intérieur. Quand on dit l'intérieur en Alsace, c'est clair, c'est autre chose. L'Alsace a sa particularité, et le judaïsme alsacien aussi. Et c'est important d'un point de vue. C'est que quand André Neher naît, le judaïsme français se trouve depuis un siècle et demi dans le processus de l'assimilation, de l'émancipation. Aux divers stades de l'intégration économique, politique et culturelle. En Alsace, la situation est différente. Il y a le concordat, vous savez, la situation objectivement est différente. En Alsace, au contraire, dans toute la France, où on est catholique, où on est protestant, où on est juif. On est quelque chose. En France, non. Ce judaïsme alsacien, donc, il a gardé, à cause de cette coupure de 70-14, il a gardé un lien intense avec le passé du judaïsme d'avant l'émancipation, ce que les juifs alsaciens qui sont passés à l'intérieur ont pour une grande part sont en voie de perdre. La chaleur du judaïsme est restée dans la petite ville d'Alsace. Et dans cette petite ville d'Alsace, des maîtres simples. Il faut dire que, si je me suis souvent tapé sur je dis, l'Alsace n'a pas produit de grands penseurs dans les époques du Moyen-Âge et à la limite de l'époque moderne, pas eu de grands penseurs. Mais il y a eu des hommes, des rabbins qui ont fidèlement transmis dans ce judaïsme pauvre, isolé parce qu'il était parti de la France, qui est un pays en général Judenrein, et donc son lien intellectuel est avec les Juifs de l'autre côté du Rhin. Donc il importait les rabbins et les penseurs. Alors des hommes, par exemple, un homme comme Jérôme Lévy, ont découvert dans ce petit garçon, ce petit garçon André Neher, quelque chose de plus, qui valait la peine qu'on le développe. Et voici donc le petit garçon, accompagné par sa grande sœur, pour parler tout seul, qui va suivre chez monsieur le rabbin des cours, en même temps qu'il est, comme tous les enfants de France, qui va à l'école et qui reçoit l'enseignement général. Et alors il a ce phénomène qui est d'une famille qui est profondément juive et qui en même temps extrêmement ouverte. Et pour là, je voudrais insister sur un phénomène parce que les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. La famille d'André Neher n'est pas orthodoxe. Et ça, un des points qui fait que des fois on a tellement de mal à se faire comprendre, c'est l'idée que les juifs du Moyen-Âge étaient orthodoxes. Les juifs du Moyen-Âge n'étaient pas orthodoxes, ils étaient juifs. L'orthodoxie, ça n'est pas seulement la fidélité à une certaine vie juive, à un style de vie juive, c'est aussi en plus la volonté de dire non à d'autres chemins, à d'autres façons d'être juifs.
Mais au Moyen-Âge, il n'y a pas d'autre façon d'être juif. Quand Spinoza remet en cause la voie droite des rabbins, il ne dit pas je suis un autre judaïsme. Il dit au revoir, continuez comme vous voulez, moi je m'en vais. Il est remarqué le premier à ne pas aller ailleurs, il va nulle part. Mais en général, les autres, il faut aller ailleurs. L'orthodoxie apparaît quand, à la suite de l'émancipation, il y a d'autres voies où on recherche d'autres voies d'être juif. Donc, l'orthodoxie apparaît après la réforme, et seulement dans les pays où il y a une réforme. La réforme, c'est en Allemagne, c'est pas en France. En France, on n'est pas obligé d'assimiler le judaïsme. On peut s'assimiler, ne plus être juif. La volonté est de créer une espèce de christianisme pour les juifs, qui permette aux juifs d'être comme tout le monde, sans être obligés d'être catholiques ou protestants. C'est un problème allemand, c'est pas un problème français. Parce qu'en France, on peut ne être rien du tout. Et donc, la laïcité à la française est un coup mortel placé au cœur de la pensée réformée. Je ne parle pas de la réforme telle qu'elle peut aujourd'hui exister en Amérique, mais telle qu'elle est à l'origine. Une forme de l'adaptation à une société émancipée, mais qui est en même temps religieuse. C'est un problème allemand. Et ce problème ne se pose pas de cette façon-là pour la plupart des Juifs d'Alsace. Je dirais que beaucoup de Juifs d'Alsace deviendront orthodoxes sous l'influence des Juifs de l'Europe orientale. Il y a une orthodoxie. Je sais que ce n'est pas toujours accepté, mais nos ancêtres des petits villages d'Alsace, qui étaient pleinement et entièrement juifs, je crois qu'ils seraient surpris de voir leurs arrière-petits-enfants qui d'un côté sont devenus des laïcs, mais ils ne seraient pas moins surpris de voir d'autres de leurs petits-enfants devenus tellement extrémistes dans d'autres domaines. L'extrémisme n'était pas le genre de nos ancêtres d'Alsace. Ils ont vécu dans une ambiance, vous savez comment on dit en alsacien, la tête froide et les pieds chauds. L'esprit bon enfant. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs un très fort antisémitisme en Alsace. Mais en même temps une symbiose. Les Juifs sont là et ils sont une partie intégrante du paysage. Dont la famille Neher, c'est une famille juive en Alsace qui a tous les éléments culturels de la bourgeoisie et au niveau le plus haut de la culture française, et en plus, et comme évident, la culture juive. Ces deux éléments resteront toujours, pour André Neher, au contraire de Gershon Shalom, quelque chose d'évidemment synthétique et unique. Il ne sera pas déchiré. Gershon Shalom non plus ne sera pas déchiré. Mais le fait qu'il n'est pas déchiré, c'est une conquête de sa vie. Pour André Neher, non. Ça ne veut pas dire que je crois que son enfance, j'ai l'impression que son enfance a été très heureuse. Je crois que son adolescence l'a été moins. Je parle du point de vue matériel. La famille Neher était une famille, je ne sais pas si on peut dire riche, mais assez bien installée, qui soudainement s'est retrouvée dans une situation financière très très difficile. Et tout a changé, et à la place de la vie calme d'Aubernais, c'est la vie difficile de Strasbourg. André Neher suit des études universitaires et juives de façon synthétique. Et il est un universitaire comme Gershon Shalom. Il est aussi tourné vers les langues
Et il se destine à être professeur d'allemand. C'est un métier bien alsacien, évidemment, que d'être professeur d'allemand. Mais quelque chose d'intéressant dont que j'avais noté dans une des remarques d'André Neher lui-même, il est, je crois en 1936, professeur d'allemand à Sarrebourg, et il y a là-bas une toute petite synagogue, mais dans cette synagogue, il y a une orgue. Une ou un orgue. Un orgue. Et les sons, les amours et les délices. Et alors, André Neher se pose la question. Et l'orgue, c'est vraiment le problème de l'orthodoxie. Et il demande à son maître, son rabbin, est-ce qu'il peut aller prier? Il est à Sarrebourg, il peut toujours revenir dans une synagogue où il y a un orgue. Et la réponse est négative, non. C'est la rupture, c'est autour de l'orgue que s'organise cette profonde rupture au sein du peuple juif. Et pour la première fois, je dis, André Neher se révolte. Il va à la synagogue. Et je crois que c'est un point dont il a souvent parlé parce qu'il restera toute sa vie un homme d'union. Et il prendra ses distances de cette conception orthodoxe de rupture autour de l'orgue. Le grand tournant dans la vie d'André Neher, c'est évidemment la guerre. C'est en décembre 41, si je me trompe. Je crois que 40, je crois que c'est le 12 décembre 40, que le professeur d'allemand, André Neher, est chassé de son collège. Et qu'il quitte devant ses collègues atterrés, mais qui restent sur place. Et André Neher va maintenant faire une expérience très particulière, une expérience, je dirais, tribale, quelque chose auquel il se référera sans arrêt, le moment de ce retour vers lui-même, autour de son père, de son frère, de sa famille. Ils vont créer Mahanaïm. Mahanaïm, où, dans leur refuge, ils vont, pendant la guerre, se réfugier, se cacher, se ressourcer dans la Torah au sens le plus large du terme. C'est là, sans aucun doute, je pense, que André Neher découvre sa vocation, qu'il devient André Neher. Parce que je ne pense pas que pendant cette période, la Shoah elle-même ait été une véritable influence. Je ne pense pas que, je donne seulement une opinion, je n'en sais rien, que les habitants de Mahanaïm, ce petit groupe de juifs, peuvent imaginer ce qui se passe à l'est de l'Europe. C'est beaucoup plus tard que peu à peu, jusqu'à la fin de sa vie, Neher découvrira sans arrêt la Shoah. Mais quand il sort de son abri, à la libération, le judaïsme qu'il retrouve est exempt. Tout ce judaïsme consistorial, qui représente un judaïsme français intégré, qui prend ses distances du judaïsme de l'Europe orientale yiddishisant, cette séparation entre les Polacs et les Français, tout cela fait maintenant s'écrouler tout ce qui ont été les fondements d'un siècle et demi
du judaïsme français. On attend que les 80 000 déportés reviennent, ils ne reviennent pas. La jeunesse juive n'a plus rien à entendre de ceux qui ont été les dirigeants juifs d'avant-guerre, où ils ont disparu, où ils n'ont aucun message à donner. C'est un autre judaïsme qui apparaît. Et très rapidement, André Neher apparaît comme le leader spirituel du judaïsme français. Il est pourtant à Strasbourg, il est très jeune, et ce jeune homme de la trentaine, qui sort de cette retraite, qui présente son doctorat, qui vient de se marier, publie quelques textes et surtout donne des conférences qui bouleversent la jeunesse juive, non pas parce qu'il donne des réponses, mais parce qu'il pose des questions. Et André Neher, de ce point de vue-là, est peut-être le seul penseur juif qui s'entête à dire que la Shoah n'a pas de réponse. Et de ce point de vue-là, il est en opposition avec toutes les tentatives théologiques, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient philosophiques. André Neher ne cherche pas à excuser Dieu. Il n'est pas non plus celui qui dresse un doigt accusateur, mais il s'entête à dire que la question reste posée. Et le fait de refuser toute tentative d'arrondir les angles fait de lui un homme qui est au-dessus de la séparation entre Ashkenazim, Séfaradim, laïcs ou religieux, athées ou autres, droite ou gauche. Il est universellement accepté, je dis au niveau français. Et toute sa vie est transformée. Ce n'est plus un professeur d'allemand, c'est l'homme qui fait une thèse sur Amos, puis sur le prophétisme en général, et qui est le premier à recevoir une chaire de judaïsme dans une université française. Et de ce point de vue-là, il est une autorité aussi bien universitaire pour les non-juifs que spirituelle pour la jeunesse juive. Ses livres, il est fécondité énorme, ces livres sont publiés et ont un écho immense, surtout en français. De ce point de vue-là, je dirais que André Neher n'est pas un homme public, il reste un universitaire, il est un rabbin d'ailleurs, mais bien que rabbin et homme public, il ne sera jamais considéré comme un représentant d'une institution rabbinique ou comme un homme politique. Ce qui n'empêche pas de prendre des positions très radicales du point de vue politique. Je répéterai seulement un des points où il a eu une position particulièrement isolée et courageuse, c'est le problème de Radour-sur-Glane.
Oradour-sur-Glane, c'est un drame pour les Alsaciens. Des soldats alsaciens qui, à cause de ces pouvoirs, de l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne, ont servi à Oradour-sur-Glane. Est-ce que ce sont des criminels de guerre ou est-ce que ce sont des victimes, comme l'affirme toute la rue alsacienne, sauf les communistes. Les communistes qui de toute façon sont très faibles en Alsace et qui sont très forts dans la région de la Gironde. Et leur position en flèche renforce encore l'opposition de la droite. Doit-on juger ces jeunes? Pour la mairie de Strasbourg, pour les députés strasbourgeois, pour l'opinion publique alsacienne, il est très important dans cette lutte d'obtenir la voix des Juifs. Que les Juifs alsaciens prennent position contre le procès des soldats alsaciens qui ont été criminels à Oradour-sur-Glane. Il y a une pression directe auquel, comme toujours, l'establishment cède à demi-voix. n'est-ce pas? On arrache à Strasbourg la place de Bordeaux, la place de Bordeaux, on enlève les plaques. André Neher prend une position extrêmement radicale. Extrêmement radicale. Je sais qu'on lui demande à la communauté au moins de ne pas parler trop fort, il parle très fort. Les hommes sont responsables de leurs crimes et ces jeunes Alsaciens doivent être jugés comme chacun. Ich rit oyumat. Un point très important dans la carrière d'André Neher a été la visite qu'il a faite en Afrique du Nord, en Algérie. De ce point de vue-là, il faut dire que la position du judaïsme français au XIXe et au début du XXe a été une position, disons, plus ou moins coloniale vis-à-vis du judaïsme algérien. Il s'agit de le franciser. Je vous fais remarquer que aujourd'hui, les Juifs d'Afrique du Nord se vengent. Je ne sais pas s'ils le font consciemment, mais alors, la roue a tourné. À cette époque, n'est-ce pas, on essaie d'imposer depuis le début du siècle des rabbins français pour civiliser, entre guillemets, le judaïsme algérien. La visite d'André Neher et de sa femme en Algérie, dans un grand nombre de communautés, elle a eu un très grand écho. Je crois qu'elle a surtout une influence énorme sur André Neher lui-même. Il a senti que ce judaïsme était sur un volcan et que c'était maintenant le mifran, l'examen qu'allait passer le judaïsme français. Et pendant donc les années où les Juifs d'Algérie sont arrivés en France, André Neher, dans sa vie quotidienne, mais aussi par sa parole, a une très grande influence sur ce qu'on peut conclure aujourd'hui, sur le grand succès de l'intégration des Juifs d'Afrique du Nord en France. Il a été donc la voix, nous pourrions presque dire, avec honte, que quelquefois en Israël, évidemment dans des conditions très différentes, avec des conditions extrêmement difficiles, mais quand même, dans quelques circonstances, la société israélienne aurait pu apprendre de la communauté juive de France ce que c'est que l'intégration et le chilouf
l'intégration de rapatriés, tout en leur reconnaissant leur spécificité et leur particularité. Cependant, un point très important différencie André Neher de Gershon Shalom. Et c'est lié justement à la différence, la situation entre le judaïsme français et le judaïsme allemand. À cause de cette situation extrême d'un judaïsme assimilé et presque antisémite, je dirais, ou réformé à l'extrême, et de l'autre côté, une situation beaucoup plus libérale et plus douce, surtout en Alsace. André Neher reste à la fois un juif par tous les fibres de son âme et un patriote français. Il le définit de cette façon-là. C'est un domaine dans lequel je sais que nous avons eu à l'époque des débats. J'étais son élève à Strasbourg. Il parlait de ce qu'il appelait la patrie et la fratrie. La patrie, c'est la France. La fratrie, c'est Israël. Et dans son livre de Moïse, n'est-ce pas, il refuse cette rupture qui, pour Gershon Shalom, est absolument... Et dans son livre de Moïse, n'est-ce pas, il refuse cette rupture qui, pour Gershon Shalom, est absolument claire et nette. Gershon Shalom refuse toute idée d'une synthèse du judaïsme et du germanisme. Ce n'est pas la position d'André Neher jusqu'en 1967. À 1967 a été un choc terrible. Je crois qu'il a été un choc de deux points de vue. Immédiatement, ça a été la déception qu'il a eue. C'est quoi? La confiance. C'est un homme qui croit. Comme on dit en français, ironiquement, il croit. Il a donné sa confiance aux Français en dépit des difficultés. Il a toute confiance dans le peuple juif. Et quand il vient, à la suite de la guerre des 6 jours, dans la maison du président de l'État, les 3 personnes qui sont invitées à parler, un au nom du judaïsme français, un André Neher, un du judaïsme anglais et un du judaïsme américain, les 3 grandes communautés, n'est-ce pas? Il pense pouvoir dire au nom des Juifs de France que c'est la sortie d'Égypte qui se prépare. De ce point de vue-là, commence une période, je crois, qui est, dans une certaine mesure, un drame dans la vie d'André Neher. Un drame que j'ai connu assez proche, assez personnellement. C'est que, lentement, cet homme qui a un tel message va dans Jérusalem, qu'il aime par-dessus tout, où il voit l'expression de l'unité, non seulement du peuple juif, mais de l'humanité entière, qui écrit sur cette conception-là messianique et universaliste. Dans sa vie quotidienne, André Neher va lentement faire connaissance avec la solitude. Le judaïsme français l'oublie, loin des yeux, loin du cœur. On lit ses livres, on se les arrache, il publie sans difficulté.
Mais, chose incroyable, le Congrès juif mondial, dont il était le président, lui qui a organisé le colloque des intellectualistes françaises, qui est la plus grande du roi, le plus grand événement intellectuel juif depuis 20 ans, encore maintenant chaque année, où chaque année on attend le cours biblique d'André Neher et le cours talmudique de Lévinas. Le Congrès juif mondial, section française, décide de faire une session à Jérusalem, et nous visite invité André Neher à Jérusalem. Il est difficile d'imaginer la souffrance que ça a pu lui causer. L'université de Tel Aviv, où il enseigne, et il est très enseigné volontairement, lui fait dire: Monsieur le professeur Neher, vous faites penser les étudiants, mais nous, ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui les fasse travailler. L'université au sens le plus étroit de l'enseignement scolastique, scolaire. Et puis surtout, la société israélienne n'arrive pas à l'intégrer. Voilà André Neher à Jérusalem, que je rencontre et qui va donner un cours sur Jérémie, et je lui demande, ils sont dans la rue, où? Et il me dit, le centre hier n'existait pas encore, je crois, c'était à Mayadi. Mais c'était une... Non, c'était... Moadonaoli, en français. Dans une ville où il y a des milliers de Talmidei Chachamim, assoiffés de Torah, et c'est en français qu'il donne ce cours. Je suis un tel choc que je laisse partir dans la rue, je m'arrête, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de déconnexion qui fait qu'il y a contact entre le judaïsme anglo-saxon et l'orthodoxie rabbinique la plus étroite. L'alternative que représente Albert Neher n'est pas posée. C'est peut-être l'élément qui lui fait le plus mal dans le fait que les Juifs de France ne soient pas venus. C'est finalement la faute du judaïsme français que ce message-là ne soit pas passé. Quand à l'occasion d'une élection présidentielle, à la télévision, on pose la question, qui sont les présidentiables qui peut être président de l'État d'Israël? Et on lance à la télévision 3 noms, dont le professeur Katsir, qui le sera finalement, mais le nom d'André Neher. Et je viens le voir, et il est rayonnant, il n'a pas du tout l'intention d'être président, mais il est rayonnant. Et je me pose la question, est-ce qu'André Neher est devenu carriériste? Est-ce qu'André Neher a besoin des honneurs? Je crois que c'est autre chose. André Neher, et en ça il est très différent de Gershom Shalom, il a besoin d'être aimé. André Neher n'a pas autour de lui, comme Gershom Shalom, des élèves. Il a des disciples. Des gens qui parlent avec lui de tout. Ces quelques disciples qui sont venus avec lui. Mais à la grande époque de la France, c'était une communauté entière
autour de lui. C'est cette chaleur qu'il a connue depuis la maison familiale, et je crois que nous ne nous l'avons pas donnée en Eretz Israël. Et quand j'essaie de réfléchir et de prendre la distance vis-à-vis de ces événements, et je me demande quel est le message que ces deux hommes nous ont donné. Parce que finalement, le parcours spirituel d'André Neher, je dirais, n'a pas encore commencé. La découverte de sa pensée, elle est encore, pour le public israélien, devant nous. Je dirais que, d'abord, ce qui différencie les deux hommes, c'est deux types, deux caractères. L'un est froid, l'autre est chaud. Quand on est assis et qu'on écoute une conférence, un cours de Gershon Shalom, on le suit pas à pas dans un travail de fourmi, où on ne fait pas un pas sans s'être assuré dans ses arrières, lentement. On traîne à ras du sol. Et puis tout d'un coup, au bout d'une demi-heure d'étude de texte, tout d'un coup, il démarre, il s'envole en trois phrases. Il vous laisse absolument éberlué, et puis confus, il se dépêche de la l'inchot, il se dépêche d'atterrir, il demande presque pardon d'avoir osé, et on reprend l'étude scolaire. N'est-ce pas? L'envolée, c'est le prix d'un long travail de fourmi. Chez André Neher, c'est tout à fait différent. Cela ne veut pas dire qu'on est sans arrêt dans l'envol. Je crois que quand on m'a demandé de le définir, comment on m'a demandé de définir ça? Qu'est-ce que ça, c'est un philosophe ou un écrivain? J'ai dit non, ça c'est pas un philosophe, c'est d'abord un écrivain. Alors on m'a demandé, André Neher, est-ce que c'est d'abord un philosophe ou d'abord un écrivain? J'ai dit, André Neher, c'est d'abord un pianiste. La musique a une importance capitale dans sa pensée. On pourrait écrire une thèse sur l'utilisation de mots musicaux, n'est-ce pas, de thèmes, d'arpèges, de symphonies, de bémols, dans ces textes d'études. Ça veut dire que ce n'est pas une envolée, c'est une aventure. C'est, je crois, ce qui lui a causé le plus de tort en tant que professeur d'université, vis-à-vis d'un public qui est habitué ou à la sécheresse de l'université allemande, ou à l'étude systématique de la yeshiva polonaise, n'est-ce pas, ou à la construction anglo-saxonne systématique, n'est-ce pas, non dialectique de l'étude. Ce qui fait l'enchantement du cours d'André Neher en France est justement ce qui lui crée le plus de difficultés pour se faire entendre du public israélien. Le public israélien, des années 60 et 70, est encore à peine sorti des limbes de la période de Chaloutzik. La période où on dit Tachles.
Je me rappelle le premier cours que j'ai donné à l'université de Haïfa, c'était sur la question des nationalités en Europe après la Première Guerre mondiale. Et je me rappelle encore le choc que j'ai eu. Et j'étais un conférencier assez acceptable quand j'ai donné des cours à Langso à Paris. J'étais habitué, n'est-ce pas? Tout d'un coup, en plein cours, un étudiant me dit « Aïe karma, t'as roté la gueule ». En un mot, qu'est-ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Je dois dire que je suis resté quoi? C'est peut-être ce qui aurait dû arriver à André Neher à 25 ans, qui aurait fait d'André Neher une partie intégrante de la société israélienne. Il a donné à la diaspora et à la France ce qu'il n'a pas pu donner, à cause des circonstances, à la société israélienne. La vision du judaïsme d'André Neher et de Gershon Shalom sont parallèles. Les deux voient dans le judaïsme un chemin spécifique, original dans l'histoire de l'humanité, porteur d'un message particulier. C'est dire que tous les deux voient dans la halacha un chemin qui doit conduire à la Haggadah et au messianisme. Terre à terre de la halacha est un moyen, une enveloppe, une protection qui permet au judaïsme d'exprimer, de conserver, d'éclater en un messianisme constant. Pour les deux, quoi qu'on ait pu en dire en ce qui concerne Gershon Shalom, pour les deux, il y a dans le sionisme un élément messianique. Mais Gershon Shalom en a peur. Et André Neher, non. Gershon Shalom est un sceptique. Un sceptique qui a beaucoup de raisons d'être sceptique. Qui a peur que le messianisme ne dégénère. André Neher, nous l'avons dit, c'est un croyant au sens psychologique du terme. Je crois que cette différence explique aussi leur relation vis-à-vis du public. Gershon Shalom a eu une action politique limitée et définie à son arrivée en Eretz Israël. Il s'est joint à un petit groupe d'intellectuels très radicaux sur la question arabe, où il était extrêmement isolé, mais rapidement, finalement, en dépit des liens profonds qui le liaient au mouvement ouvrier, à Berl Kasselson, il est entré dans sa tour d'ivoire. Alors qu'André Neher a été toute sa vie au service du peuple juif où qu'il soit. Quand on a voulu de ces services ou quand on n'en a pas voulu. Je ne sais pas comment on ne les a pas voulu, mais on ne les a pas utilisés comme on aurait pu les utiliser. Quelque chose d'intéressant à dire, c'est que dans la mesure où Gershon Shalom, on parle de lui pour une politique, on voit en lui un homme de gauche. Et André Neher a laissé en Israël le souvenir d'un homme de droite. C'est curieux parce que en France, dans la lutte qu'il a pu mener après la guerre, sur la question de l'Algérie, sur les problèmes concrets qui se posaient en France, il n'a jamais été considéré comme un homme de droite, plutôt comme un homme de gauche. Et en Israël, il a été considéré comme un homme de droite. Je crois que de ce point de vue-là, il faut faire une distinction qu'on ne fait pas en Israël entre droite, gauche et
Faucon et Colomb. Je crois que de droite, il n'a jamais été. Ce qu'il a été, c'est que, à partir de 67, sous le choc de 67, il est devenu, d'une certaine mesure, ce qu'on appelait à gauche, disons, un inconditionnel. Non pas un inconditionnel de l'existence d'Israël, dont toute la communauté, tout le monde l'est, mais un inconditionnel de la politique du gouvernement israélien. De même que Gershon Shalom n'a pas caché ses sentiments positifs vis-à-vis, disons, de Shalom Arshav, de l'autre côté, les gens du Guishumunim ont senti dans André Neher quelqu'un qui était leur ami. Mais la différence, qui est assez typique de ce point de vue-là, c'est que Gershon Shalom, proche des milieux de Shalom Arshav, est d'une très grande violence sarcastique et vis-à-vis de la droite israélienne. André Neher, qui prend des positions très radicales, disons proches de Gushimouni, vous pouvez chercher, j'ai cherché, vous ne trouverez pas de texte dans lequel il condamne la position des Colombes. Si, il condamne les positions de non-juifs, qui critiquent le radicalisme de la droite israélienne. Mais dans la société israélienne, pas un mot. Personnellement, il était clair que ce point nous séparait. Jamais, au grand jamais, il y a eu la moindre allusion de sa part, la moindre tentative d'ouvrir le débat dans ce domaine-là. Parce qu'il était un homme de l'Union. Un homme de l'Union. Je me rappelle par exemple qu'il détestait cette séparation entre les religieux et les laïcs. Les religieux, je me rappelle qu'il m'a dit un jour, j'ai trouvé une définition meilleure. Une définition meilleure. Les chilonim, datim, alors il avait une proposition, il proposait de les appeler Sham, le Shama, Shomrei mitzvot, le Shomrei mitzvot maasiot. Les chilonim aussi sont Shomrei mitzvot. Cette volonté d'union elle l'a accompagné toute sa vie. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas changé. Certainement, il a changé. Je pense que l'expression la plus radicale de son changement politique, c'est une phrase des années 60 que j'ai entendue moi-même. Si Israël devait être injuste, que disparaisse Israël. Et André Neher, des années 70, Israël est totalement innocent. Et je me rappelle la critique violente de cette deuxième phrase par Nahum Goldman. Je crois que par-delà le problème politique, l'essentiel de l'œuvre d'André Neher et de Gershon Shalom est cette tentative de pointe des deux hommes de mettre le judaïsme
au diapason du XXe siècle, ça c'est Gershon Shalom, et de mettre le XXe siècle au diapason du judaïsme, ça c'est André Neher. Gershon Shalom était un rationaliste, un rationaliste de caractère, qui était suffisamment ouvert, intelligent, pour découvrir les limites du rationalisme. Ayant découvert des limites du rationalisme, il est resté arrêté devant l'infini et il s'est défini comme un anarchiste religieux. L'anarchiste, quand il me disait anarchiste religieux, je me rappelle l'avoir dit à Gershon Shalom, ça me rappelait un peu ce que disait ce juif assimilé Lévi-Strauss, auquel on demandait quelle était sa religion. Vous savez qu'il était totalement assimilé, il n'a jamais fait une seule allusion à son judaïsme. Il est venu en Israël il y a quelques années, on n'a pas réussi à lui tirer un mot dans lequel il puisse sous-entendre son origine juive. Alors on lui demandait de quelle origine vous êtes, et donc Lévi-Strauss, qui a consacré sa vie à l'ethnologie, n'est-ce pas, a dit « Je suis animiste non pratiquant ». Il y a quelque chose de cela dans cette empathie de Gershon Shalom vis-à-vis du judaïsme, où il arrive jusqu'au point, un peu comme Bergson, où son rationalisme lui permet de dire jusque-là, mais pas plus loin. Au-delà, la logique ne peut plus répondre. Mais à ce moment-là, moi je me tais. André Neher était sans aucun doute, au contraire, un mystique. Mais un mystique qui était profondément ancré dans la culture scientifique et rationaliste de l'Europe et de l'Occident. Ce qui fait que Gershon Shalom a mis les instruments de la science occidentale au service du judaïsme, de la science du judaïsme, de la connaissance juive. Il a mis la pensée occidentale comme moyen d'enrichir le judaïsme, tandis que André Neher a présenté le judaïsme à des hommes qui avaient perdu la clé de la pensée juive originale, qui était profondément intégrée dans la société occidentale, et qui pour cela étaient condamnés à ne pas pouvoir entrer dans la pensée juive. Donc, je dirais de ce point de vue-là, leurs démarches sont complémentaires, mais parallèles, ne se rencontrent pas. L'un met la science au service du judaïsme, et l'autre présente le judaïsme à une pensée scientifique. Parce que chez André Neher aussi, si vous voyez le Moïse, par exemple, ou la pensée prophétique, il y a une précision scientifique extrêmement rigoureuse. Une volonté de se défendre de tous les côtés d'un danger, d'une accusation de lyrisme non basé. Mais il y a toujours un saut au-delà, qui est le fait d'un mystique que Gershon Shalom ne veut pas faire. Et, je dirais même, pour révéler un secret, non seulement il ne voulait pas faire ce saut, mais ce saut le gênait beaucoup.
il n'acceptait pas cette ouverture d'André Neher, au-delà de la science et du rationalisme, cette ouverture vers ce qui pour Gershon Shalom devait être fait, mais pas encore. On dit shvoya, shvoya, allons lentement. Neher allait trop vite pour lui. Mais malgré tout, les deux ont été les deux soldats d'avant-garde dans l'affrontement entre le judaïsme et l'Occident. Les deux ont défendu l'idée de spécificité d'Israël, je parle du peuple d'Israël, dans la pensée moderne. Pour Gershon Shalom, la chinoniout, je ne sais pas comment traduire ça, la laïcité, ils ne savent pas exactement. La chinoniout, dans le judaïsme, est une étape indispensable. Pour André Neher, la chinoniout n'existe pas. Ceux qui se croient laïcs, les laïcs juifs, finalement ne le sont pas. Je parle par exemple en expérience de ce qu'était sa pensée d'André Neher sur le kibbutz. Et finalement, pour conclure, ce qui a été une bien trop longue intervention, mais c'est toujours ce qui arrive quand on improvise, alors on est toujours plus long, je dirais que un jour, j'ai entendu André Neher se définir lui-même. Il a dit, il l'a d'ailleurs écrit, je crois, je suis sûr même, il a dit que le judaïsme était aujourd'hui déchiré entre les yeshivot de Mea Shearim et le campus de l'université hébraïque. Et il a dit ce qu'il faudrait, c'est prendre Gershon Shalom et le Nazir et les mettre ensemble. Je crois que, je ne lui ai pas dit, mais je crois que ce n'était pas la plus belle définition d'André Neher. Merci. Permettez une petite mise au point sur 3 points de ce que vous avez dit. Vous connaissez que c'est difficile. C'est difficile, oui. Mais je veux dire que, je vous le dis très amicalement, Elie, que je crois que vous avez parlé d'une manière extrêmement juste et mesurée de tout ce que vous avez dit. Sur Scholem, je laisserai à Madame Scholem le soin de dire ce qu'elle en pense. Il y a juste 3 petits points de détail que je voudrais préciser. Le premier, c'est quand vous avez dit que on a découvert en vérité la Shoah qu'après la guerre. Je crois que c'est pas tout à fait exact, c'est même pas du tout exact. Bien sûr, comme tous les gens qui ont vécu cette période en France, on n'avait pas idée de ce qui se passait dans les camps d'extermination. Mais, néanmoins, premièrement, le fait qu'il ait été frappé par le statut et qu'il ait dû quitter son poste comme jeune professeur, c'est déjà un coup très grand. Mais ensuite, il a vécu en Corrèze. Et là, et ma belle-sœur qui est ici, il y a vécu, moi pas, elle saurait mieux le dire que moi. Ils ont été, dans les années, enfin en 1944, agressés par la division d'Asreich. Ils étaient à côté de Tulle, où il y a eu les pendaisons de Tulle. Ils n'étaient pas loin d'Oradour. Et ils ont connu des gens qui ont été torturés, jetés dans des puits atrocement par les Allemands. Et par conséquent, tout cela n'a pas attendu 1945 pour le bouleverser très profondément. C'est donc déjà pendant les années de guerre que ce changement dont vous avez parlé, et qui est très juste, s'est déclenché, cette vocation de se consacrer uniquement au peuple juif
et plus à l'enseignement de l'allemand ou de l'Allemagne. Alors ça, c'est une petite nuance. Une deuxième petite nuance, et où là je suis plus... Je pense que ma belle-sœur est de mon avis. Mais nous ne savions pas ce que c'était la Shoah. Non, pas la Shoah en tant qu'extermination. Vous avez raison, on ne savait pas ce qui se passait. Mais dans la proximité, il y a eu suffisamment de drames pour être intuitivement conscient de plus de choses. Deuxièmement, en ce qui concerne le voyage que nous avons fait en Algérie, et là j'en suis le témoin actif aussi, vous avez dit qu'en Algérie, il s'est rendu compte que l'Algérie était sur un volcan. Ce n'est pas tout à fait exact. Notre voyage en Algérie s'est situé en septembre 1954 et les événements d'Algérie ont commencé à peu près un mois après notre retour. Ce que nous avons découvert en Algérie, André et moi, beaucoup plus que la sensation d'être sur un volcan qui peut-être affleurait, mais pas encore vraiment, c'est une communauté vivante, une communauté riche, une communauté chaleureuse, une communauté avec un potentiel dont on n'avait pas idée dans le judaïsme de France ou d'Alsace, où on avait vu des juifs venus d'Algérie, mais déracinés en arrivant en France. Et là, on les a vus dans leur milieu naturel, et on s'est rendu compte de l'extraordinaire richesse. Et André a été extrêmement frappé par cela, qu'il y avait là un réservoir de judaïsme authentique tout à fait remarquable. Et c'est, je crois, cette connaissance assez tardive finalement, puisque c'est seulement en 1954, qui lui a permis de mieux comprendre la mentalité des Juifs d'Afrique du Nord quand ils sont arrivés en France, et d'essayer de faire comprendre qu'ils arrivaient en France porteurs d'une richesse tout à fait remarquable, et qu'on n'avait pas le droit tout simplement de les forcer à entrer dans les moules du judaïsme français, ashkénaze, etc. Et là-dessus, j'enchaîne sur le troisième point. Vous avez fait une toute petite erreur chronologique. Vous avez dit que quand on a présenté son nom à la candidature pour être Nessia Medina, c'était Katsir qui était candidat. C'est pas vrai, c'était Navon. Et si vous l'avez vu sourire, je ne pense pas du tout que c'est parce qu'il avait envie de devenir Nessia Medina. Mais c'est parce que, oui, mais c'est parce que quand il a été présenté à la télévision, comme vous avez dit, on l'a présenté comme le candidat séfarade. Il y avait besoin, Begin voulait absolument, c'était au temps du gouvernement Begin voulait absolument qu'il y ait un président de l'État qui soit séfarade. Et on a avancé son nom. Et ce qui l'a rendu très heureux, c'est qu'on le prenne pour un séfarade. Ensuite, ça a été Navon qui a été élu et qui était un séfarade. Et je crois que c'est ça la raison qui a fait que peut-être vous l'avez vu sourire. Vous voyez, c'est cette fois, je sais que je lui parle et que je lui ai dit, quand on a annoncé son nom, je lui ai téléphoné dessus et je lui ai dit que j'en étais très heureux, qu'évidemment je savais que ça n'était pas concret, actuel, mais que j'en étais très heureux. Je vous remercie donc d'avoir marqué ces deux erreurs que j'ai faites en ce qui concerne Katsir. En ce qui concerne l'Algérie, j'ai, dans une intervention improvisée, mélangé deux choses que je voulais dire. J'ai parlé de la deuxième, savoir que dès les dernières années de la guerre d'Algérie, au contraire de beaucoup de Juifs de France, ils n'avaient pas eu d'illusions et que ils savaient que les extrémistes de droite n'avaient aucune chance et que donc il fallait se préparer à recevoir les Juifs d'Algérie. Ce que j'ai dit dans la conférence auquel vous avez assisté, c'est un peu ce que vous avez rappelé, que j'avais dit différemment. J'ai dit que la visite que vous avez faite en Algérie dans les années 50 me paraît me rappelle un peu le choc de Franz Rosenzweig, qui pendant la Première Guerre mondiale, comme officier allemand, découvre le judaïsme polonais. Découvre le judaïsme non qu'une pensée, une philosophie, une théologie,
ce qu'il n'avait pas en Allemagne. Je crois que c'est ce point-là sur lequel j'avais insisté, j'ai un peu mélangé les autres. Le premier point, le débat est ouvert. Je crois que je ne serai pas d'accord avec vous. Je pense que ce qu'on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les horreurs de la guerre. Les horreurs de la guerre. Les horreurs de la guerre, nous l'avons vu au Vietnam, au Liban, n'est-ce pas? Ce qu'on a pu avoir à Oradour, à Tulle, etc., on le trouve dans beaucoup de guerres. Auschwitz, c'est autre chose. Et sur le point sur lequel j'ai voulu insister, je crois que jamais Auschwitz ne l'a quitté. Chaque fois qu'il a parlé, n'est-ce pas, de l'avenir du monde, il a parlé du phénomène d'Auschwitz comme une rupture dans l'histoire de l'homme. Il est donc évident que cet Auschwitz-là, il n'a pu faire en découvrir l'immensité, l'infini, que dans les années 47, 48, 50, peu à peu. Et je crois qu'il l'a découvert de plus en plus, puisque c'est finalement plus de 30 ans après la guerre qu'il s'est consacré à ce que a été, je crois, la révolution dans la pensée qui a été qu'il a apporté à la pensée juive, l'idée du silence de Dieu. Il a fallu que ce problème l'inquiète profondément pour qu'il parle, pour qu'il étudie et qu'il publie autant d'articles et un livre aussi important sur le silence de Dieu, qui finalement en fait un penseur qui n'est ni athée ni théologue, qui est par-delà ces deux pensées. Je crois que c'est peut-être le point plus original, unique d'André Neher, c'est le fait d'avoir compris que Auschwitz, ça n'est pas l'antisémitisme, ça n'est pas le pogrom, ça n'est pas la guerre, c'est quelque chose d'unique, c'est le trou noir, et que l'humanité ne peut plus se penser de la même façon à partir du moment où il y a Auschwitz. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup.